Aujourd'hui, pour une interview sous la tente, je reçois Mathieu Torder, notre ambassadeur. Mathieu, ça fait quelques années qu'on se connaît. Mathieu, t'as 30 ans, t'es aventurier. Ça fait plus de 10 ans d'aventure. T'as fait plein d'aventures qui nous ont carrément inspirés. T'as traversé l'Europe à vélo, Budapest, Istanbul. T'as traversé la planète entière, même en bagnole, en 4L. T'as fait des transats. T'as évidemment rejoint le pôle Sud aussi. Et puis récemment, même au Tadjikistan. Alors, moi, j'ai une question pour toi. C'est quoi la première aventure dont tu te souviens quand tu étais enfant, tout gosse? D'abord, moi j'ai été biberonné aux aventures de Tintin et Milou, où je dévorais en fait les BD de Tintin, et comme tu le sais, Tintin c'est un petit aventurier qui va partout dans le monde. Et mes premières aventures, moi je les ai vécues dans mon jardin. On faisait des cabanes, j'ai grandi en Normandie, et on faisait des cabanes dans mon jardin, des cabanes au pied des arbres, mais aussi des cabanes suspendues avec la complicité de mon père. Et donc mes premières aventures, en fait, elles étaient chez moi, à la maison, dans mon jardin, à dormir dehors et à vivre dans les bois, quoi. Est-ce que tu te souviens, Mathieu, de ce qui t'a poussé à partir à l'aventure, du coup, la toute première fois? Je crois que c'était le vélo, c'est ça? Moi, ma première aventure, c'était donc juste après mon bac, donc à l'âge de 18 ans. J'ai pris un vélo et je suis parti traverser une partie de l'Europe à vélo, tout seul. J'avais aucune expérience du voyage itinérant, de la longue distance à vélo. Mais en fait, j'avais envie de voir le monde de mes propres yeux. J'avais pas envie, en fait, d'attendre d'être 100% prêt, en fait, je me suis juste jeté à l'eau, quoi. Et c'était, en 2000, je me souviens même plus, mais j'avais 18 ans, donc c'était une aventure très amateur. Vraiment faite avec 3 bouts de ficelle parce que le vélo m'appartenait même pas. J'avais acheté sur le Bon Coin des sacoches que j'avais fixées à l'arrière sur un porte-bagages. Je dormais sous ma tente et je mangeais des nouilles chinoises. Et j'étais parti seul parce que pour le coup, j'avais pas trouvé de copain pour m'accompagner. Mais je me disais que en partant seul, comme je suis pas forcément d'une nature absolument solitaire, le fait d'être seul, ça me pousserait justement à ne jamais l'être. Et donc c'était bien parce que en fait, j'ai fait plein de rencontres et j'ai été souvent hébergé en fait sur ma route, et je suis allé comme ça jusqu'à Istanbul, jusqu'aux portes de l'Asie. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus, Mathieu, sur justement qu'est-ce que tu te figurais de l'aventure et des expéditions avant de te lancer pour de vrai, et qu'est-ce que tu as découvert en fait en pratique? Moi, j'ai réalisé que si t'attendais le bon moment pour partir, en fait, tu partais jamais, parce que t'es jamais suffisamment sportif, t'as jamais suffisamment le temps, l'argent, enfin la connexion en fait de tous ces facteurs-là, elle arrive jamais, quoi. Ou alors elle arrive à la retraite quand t'as l'argent et le temps, mais t'as plus la forme physique. Donc en fait, moi je crois que j'ai pris conscience de ça assez tôt, et je me suis dit qu'on serait jamais prêt, que le bon moment c'était maintenant, et je me suis convaincu de ça. Et en fait, je me suis enchaîné après, en fait, parce que t'as quasiment pas arrêté pendant 10 ans, tous les 18 mois, quoi. Ouais. Bah, j'ai eu aussi la chance d'avoir un parcours où j'avais le temps, en fait, l'été et les vacances scolaires pour vivre des aventures. Mais au début, c'était autofinancé, c'était des aventures qui étaient grandes, mais qui étaient pas très structurées, quoi. C'était vraiment des vacances aventureuses à droite à gauche, mais qui en fait ont été une forme d'accumulation d'expériences qui ont fait qu'aujourd'hui je peux faire ça de manière professionnelle. Mais ça a été une longue formation. Mais au départ, pour me lancer, en fait, je me disais, mais voilà, ça sert à rien d'attendre le meilleur moment, ça arrivera jamais, autant y aller, et puis je vais faire des erreurs, mais au moins je vais apprendre. Et j'y suis allé comme ça, un peu tête baissée. Et puis il y a eu cette expédition incroyable qui a beaucoup fait parler d'elle en Antarctique, au pôle Sud, où franchement tu nous as ouvert ce continent qu'on connaissait pas vraiment, en fait. Tu nous l'as ouvert en images. Est-ce que tu as conscience de ce que nous on vivait, on va dire, en métropole? C'était complètement incroyable, quoi. Ouais, alors t'es gentil, je l'ai ouvert, mais il y a eu des gens qui sont quand même passés avant moi. Moi, si je suis parti là-bas, c'est en grande partie après mes lectures des bouquins des premiers explorateurs, et notamment de Jean-Louis Etienne. Ouais. Jean-Louis Etienne qui a quand même, lui pour le coup, pas mal ouvert la voie des expéditions en Antarctique. Moi, j'ai voulu raconter ça avec mes propres mots, avec mes yeux, avec ma sensibilité, et donc c'est pour ça que je le partageais en temps réel. Donc j'envoyais un petit texte et une photo en direct depuis l'Antarctique. Qu'on avait sur les réseaux, auxquels les jeunes générations ont eu accès, alors qu'ils n'avaient pas trop accès, c'est vrai, à Jean-Louis Etienne ou Non, moi j'ai essayé de faire une expédition un peu à la sauce 21e siècle, quoi, c'est-à-dire en embarquant les outils du moment, et c'est pour ça que je voulais partager ça en direct. Et c'est vrai que il y a peu de Français, faut le dire, qui se baladent à ski en Antarctique. Les Anglais, par exemple, c'est assez étonnant, mais sont plus représentés. Et c'est vrai qu'en France, je crois que des expés comme ça en Antarctique, il y en avait eu peu, et le grand public et les médias sont quand même pas mal rapprochés de cette expédition, qui en plus, c'est vrai que j'ai réussi ce que j'avais dit que j'allais faire, donc il y a eu un bel engouement, et moi j'en étais très heureux, parce que c'est vrai que l'Antarctique,
c'est un continent dont on parle pas énormément parce que c'est loin de nous. Et l'Antarctique, mais tous les mondes polaires, en fait, ont un rôle vraiment crucial pour l'équilibre climatique de notre planète. Et donc, c'était une belle façon, en fait, de montrer un petit peu le rôle que joue l'Antarctique, mais aussi qu'on s'y intéresse d'un peu plus près, parce que si ça fond en Antarctique, s'il y a des bouleversements en Antarctique, ça va nous affecter, et ça nous affecte déjà. Est-ce que de ces plus de 50 jours en Antarctique, t'en fais encore des rêves ou des cauchemars parfois? En vrai, non. C'est assez curieux. J'ai pas été complètement choqué au retour. C'était plutôt beaucoup de bonheur, quoi. Moi, j'ai plutôt des bons souvenirs. C'est curieux comme le cerveau a cette capacité à mettre de côté tous les moments durs, tous les moments de souffrance. Moi, je me souviens surtout du positif. Et en revanche, ce que ça me fait, c'est que j'ai envie d'y retourner, quoi. Ça, c'est terrible parce que c'était tellement fort, c'était des émotions tellement unique que il y a une forme peut-être d'addiction qui peut se créer et j'ai envie de revivre ça. Alors après, c'est pas forcément qu'en Antarctique qu'on peut avoir ce genre de sensation, j'imagine, mais j'ai une envie d'y retourner. Ouais. Est-ce que tu as conscience aussi que, comme tu l'expliques parfois, ça a pu donner une envie à plein de se lancer aussi dans des projets d'aventure et des explorations? Qu'est-ce que tu dirais toi aujourd'hui à toutes celles et ceux qui ont envie d'aller parcourir le monde pour faire, je sais pas, pour témoigner ou pour faire des records où les motivations sont différentes? Il faut déjà être à l'aise avec son projet. Je pense que ce qui est primordial dans tout ce genre d'initiative, c'est d'être dans une démarche sincère. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est apprécié par les gens qui suivent, par les sponsors, les partenaires. Dès qu'il y a un loup, dès qu'il y a des choses qui sont pas très claires, finalement, ça finit forcément par se savoir. Afficher les raisons pour lesquelles tu le fais. Je crois que c'est ça, hein, mais c'est comme voilà, quand tu crées une boîte et t'es mieux placé que moi pour en parler. Il faut avoir des valeurs, il faut avoir un objectif, il faut être très clair dans ta démarche. C'est pareil dans les expés, et ça permet d'être à l'aise avec ce que tu fais et de porter complètement justement les raisons qui t'animent à faire ce projet. Et donc moi, c'est ce que je conseillerais, quoi, c'est d'avoir une démarche qui soit claire, qui soit bien identifiée. Qu'elle soit environnementale, écologique, sensibilisation personnelle, sportive, on s'en fiche. Enfin, je veux dire, ce qu'il faut, c'est vraiment que la démarche, elle soit identifiable par le grand public, les médias et le monde d'une manière générale. Et puis après, pour peut-être les plus jeunes, je conseillerais de pas trop se poser de questions. Enfin, moi, la manière dont j'ai fonctionné au début, c'était de me convaincre que le bon moment pour partir, il n'existe pas, quoi. Il était hier et que si on attend d'avoir le temps, l'argent, la forme physique, finalement on part jamais parce que ce qui compte c'est de se lancer, c'est de partir, quoi. Donc s'entourer des bonnes personnes, ne pas hésiter à questionner aussi les gens qui sont passés avant soi, et puis y aller tout simplement. Et puis après tout se fait sur la route, quoi. Et si on part sur des aventures en France, en Europe, on est quand même pas au bout du monde, on trouve des solutions tout le temps. Je dirais pas qu'il faut partir au pôle sud sans se poser de questions et du jour au lendemain, parce que là on est dans des aventures plus engagées. Mais pour débuter, on a tous chez soi un vélo qui traîne, on a tous chez soi une paire de baskets, un sac à dos. Ça sert à rien d'avoir le vélo dernier cri et le matériel le plus performant possible. Ce qui compte, c'est l'expérience, c'est l'aventure, c'est la démarche. Et après tout se fait sur la route en faisant, quoi. Et justement, t'es le symbole de cette nouvelle génération d'aventuriers et d'explorateurs qui est à la fois en continuité de la précédente et aussi en rupture. Justement, qu'est-ce qui a changé pour toi dans l'exploration aujourd'hui? Moi, je dis souvent que je regrette de pas être né un peu plus tôt parce que c'est vrai que je pense que les explorateurs qui partaient défricher des nouvelles terres, enfin là il y avait de l'exploration, puis il y avait de l'utilité aussi. Je dis pas que ce que je fais est inutile, mais moi, j'estime pas avoir exploré quoi que ce soit, hein. Comme je le disais, quand je suis arrivé au pôle Sud, il y avait une base scientifique qui était en place depuis 1956, quoi, donc bien avant ma naissance. Donc moi, à part explorer mon propre potentiel, j'ai pas exploré grand-chose. C'est vrai que j'ai peut-être mis mes skis là où il y avait quand même peu d'humains, voire peut-être pas d'humains qui étaient passés. Mais c'est vrai que les Shackleton, les Scott, les Amundsen, ils partaient vraiment à l'aventure pure et dure, quoi. Et là, il y avait un vrai engagement physique, il y avait des vrais enjeux politiques aussi parce que on était les premiers à mettre le drapeau quelque part. Mais aujourd'hui, il reste de l'exploration vis-à-vis de la science, vis-à-vis de l'adaptation. Et je pense que l'aventure, elle a jamais été autant d'actualité. Enfin, il faut voir que le grand public est en besoin, je pense, de modes de vie un peu alternatifs, d'explorer le champ des possibles, d'explorer un peu autour de chez soi.
le vieux modèle de partir à l'étranger, très loin, sur très peu de temps, comme l'ont fait mes parents, je pense qu'il est un peu révolu, quoi. On est dans des nouvelles démarches de voyage et d'aventure, et je trouve que c'est très chouette d'intégrer, tu vois, le mode, enfin le déplacement au voyage, de faire des choses peut-être plus longues et plus longtemps loin, ou alors plus courtes et plus proches de chez soi. Enfin, on est dans une remise en question un peu des façons de voyager. Et moi, j'essaye aussi d'aller dans ce sens-là. Et le fait justement que ce que tu fais, ton parcours, tes expéditions, ça fascine, tu vois, vraiment les gens, les médias, les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu penses que ça dit de notre société, que ça fascine autant l'exploration? Je sais pas, moi je pense que, pour reprendre mon expé au pôle Sud, les gens s'y sont raccrochés pour deux raisons. La première, c'était le côté solitaire. Je pense que c'est quelque chose qui a étonné les gens, parce que c'est vrai que de partir seul pendant quasiment 2 mois, a priori, c'est pas ce que cherche le commun des mortels. Versus un monde ultra connecté. Ouais. Donc je pense que ça a étonné et ça a attiré du coup peut-être le public à s'intéresser à ce projet. Et puis après, le côté extrême, évidemment. Enfin, l'Antarctique, c'est le continent le plus froid, le plus sec, le plus venteux du monde. Donc quand tu cumules les deux, un gars qui part seul dans un continent extrême, je pense que c'est 2 éléments qui ont fait que ça a braqué un peu les projecteurs sur cette expédition. Qu'est-ce que ça dit de notre société? Je sais pas. Je pense qu'on est dans une société quand même, où le pouvoir de l'image a une vraie puissance, quoi, une vraie portée. Et donc le fait de ramener des images d'endroits reculés, d'endroits un peu extrêmes, ça fascine. Mais je pense qu'on est dans une société des extrêmes où c'est toujours plus loin, toujours plus fort, toujours plus vite. Et le fait d'aller dans un univers un peu dangereux, ça attise les foules, quoi. Mais moi, c'est pas ça qui m'a attiré. Moi, ce qui me séduisait dans mon aventure, c'était l'idée de vivre une parenthèse hors du temps, pour moi-même, avec moi-même, quelque chose d'assez unique finalement dans une vie. Et ce qui me plaisait aussi, c'était de le partager. Enfin, moi, si j'ai fait ça, c'est parce que j'ai été inspiré par les gens qui sont passés avant moi. Donc, j'avais envie, moi, à ma façon, à mon échelle, avec ma sensibilité, de partager ce que je vivais. Et si les gens s'y raccrochaient, tant mieux. Mais s'il y avait que ma mère et mon père et mes frères et sœurs qui le lisaient, ça aurait été bien aussi. Mais c'est vrai que pour continuer d'évoluer dans ce milieu-là, il faut réussir quand même à communiquer et à être clair sur tes intentions. Et du coup, quand tu es revenu de cette expédition-là, t'as fait un film. Ouais. T'as écrit un livre que je recommande, qui est vraiment hyper bien écrit en plus. Qu'est-ce que chacun des 2 supports t'a apporté? Comment ils t'ont chacun, peut-être différemment, fait revivre l'expédition? Qu'est-ce que ça a remué le film, c'était un format télé, donc on avait 52 minutes. Donc en fait, il faut faire avec 52 minutes. Ça, je l'ai pas choisi, je l'ai auto-filmé et on s'en sort plutôt bien avec un seul personnage dans un univers qui est quand même très blanc, très stérile, dans lequel il y a a priori très peu de rencontres. Donc le film, il rend compte vraiment en images ce que c'est que de passer 2 mois tout seul, et rien ne vaut des images pour vraiment vivre le truc de l'intérieur avec le son, les couleurs. Donc le film apporte, je pense, une bonne, est assez fidèle de la réalité de ce que j'ai vécu. Le bouquin, en revanche, c'est quelque chose de génial parce que on est libre dans l'écriture. On peut vraiment retranscrire comme on l'entend en fait l'aventure. Donc moi, ça m'a permis de retirer tout le fil depuis la jeunesse, depuis ce que ça m'a appris, ce que ça a changé, et de dire des choses surtout en fait qui sont difficilement transmissible en conférence ou dans un film, parce que peut-être plus intime, parce que elle nécessite peut-être plus de temps en fait à être expliquée. Et l'écriture, c'est génial pour ça, parce que c'est quand même assez unique de se dire que tu as une conversation à sens unique avec quelqu'un pendant peut-être, je sais pas, 4-5 heures, qui est la durée de temps pour lire mon livre. Enfin, c'est quelque chose qui arrive jamais, de pouvoir justement distiller autant d'infos sans être interrompu. Et donc c'était assez libérateur en fait, moi, d'écrire tout ça. C'était curieux, quand je suis arrivé à la fin de l'écriture de mon bouquin, j'ai vraiment eu l'impression de faire un peu la paix, quoi, avec cette expédition. Non pas que j'étais en guerre, mais plutôt de boucler la boucle, quoi. Et vraiment de la meilleure des manières, quoi, vraiment en refermant la porte peut-être sur cette grande aventure depuis le début jusqu'à la fin. Je trouvais que c'était la meilleure manière de terminer cette expé, c'était avec un bouquin. Et je terminerai par ça, une des plus belles satisfaction, ça a été d'avoir le retour en fait de mes proches qui eux, étaient persuadés en fait de lire un truc qu'ils connaissaient déjà, parce que ils l'ont vécu de l'intérieur et ils savent aussi bien en parler que moi de mon expé. Mais en fait, ils ont appris tellement de choses que j'ai jamais pu dire vraiment, qu'en fait ça les a touchés. Et ça, c'est peut-être la plus belle des victoires, quoi. Et il y a qu'un livre qui permet ça. T'as choisi du coup depuis
d'orienter, de mettre ton énergie sur des projets avec souvent un engagement environnemental, il me semble. Hein, non, absolument. Qu'est-ce qui a évolué du coup ces dernières années en toi et du coup qu'est-ce que tu projettes pour la suite je trouve déjà que, moi j'ai 30 ans et je trouve que ces dernières années il y a quand même un virage qui s'opère. On le voit dans le milieu des entreprises, des startups, des associations, même les jeunes. Tous les discours, tu vois, des jeunes diplômés qui bifurquent. Je trouve qu'il y a quand même c'est même plus une prise de conscience, quoi. C'est cette appropriation de la réalité qui fait que, moi aussi, finalement, je m'en imprègne et j'ai envie de défendre ce que je peux défendre avec mes petits bras. Et c'est vrai que maintenant, des aventures de sport pour le sport, je m'y reconnais peut-être un petit peu moins. Alors quand je suis parti au pôle Sud, je l'assumais et c'était à refaire, je referais pareil parce que à l'époque, je me voyais pas faire autrement. Mais maintenant que je suis un peu plus installé dans ce monde-là, je me dis que mon utilité pourrait être d'être un petit peu le passage de relais, le témoin entre la communauté scientifique qui, elle, alerte et elle fait son job et les spécialistes du climat et de l'environnement le font très bien. Mais peut-être qu'ils ont besoin de soutien, de relais parce que c'est pas parfois les meilleurs communicants. Et moi, ce que je constate, c'est que l'aventure, les expéditions, c'est des choses qui rassemble quand même le grand public parce que c'est spectaculaire, parce que c'est assez unique. Et le fait d'allier les deux, ça peut être justement une formule gagnante pour sensibiliser, pour changer les comportements. Et donc moi, je m'attelle aujourd'hui de plus en plus à faire des projets qui allient aventure, science. Et donc cette vulgarisation de la science par l'aventure, je trouve que c'est une formule qui fonctionne. Et donc aujourd'hui, je fais plutôt des documentaires sur la fonte des glaciers. C'est les derniers projets où on est allé documenter la fonte des glaciers dans les Alpes, en Asie centrale sur un glacier qui s'appelle le glacier Fedtchenko. Et moi, avec ma casquette un petit peu d'aventurier communicant, ça permet de toucher quand même pas mal de publics différents et je vais essayer d'évoluer dans cette direction. Toi qui quand tu parles de tes voyages, de tes expéditions, est souvent lucide, tu vois, on te sent ni optimiste, ni ultra pessimiste, t'as l'air assez pragmatique, tu vois, sur la manière dont les événements t'arrivent et comment tu les analyses. Quelle est du coup toi ta vision des 10, 15, 20 prochaines années en lien avec cette crise climatique notamment? C'est difficile à dire parce que je crois que tous les scientifiques, toutes leurs prédictions, c'est Heidi qui me disait ça, Heidi Sebest, une glaciologue, disait que toutes les prédictions qu'ils faisaient, en tout cas sur les glaces, sont pires que ce qu'on observe aujourd'hui. Donc c'est difficile de se projeter. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas très rose ce qui nous attend, d'autant plus que la machine elle est enclenchée et du coup pour l'arrêter, même si on avait des comportements irréprochables, on mettrait du temps à la freiner. Donc je pense que les 10-15 prochaines années, ça va pas être super génial pour les glaces et pour le climat de manière générale, mais ça veut pas dire qu'il faut rien faire, bien au contraire. Et je pense que la prise de conscience, ou en tout cas les actions, elles sont concrètes aujourd'hui, elles sont réelles. Il y a de plus en plus de sphères et de parts de la société qui l'ont compris. Et je pense que maintenant, c'est à nous de faire la différence en votant, c'est à nous de faire la différence en montrant l'exemple, en étant actif sur notre zone d'influence. C'est une expression que j'ai repris à Jean-Louis Etienne, mais je trouve qu'elle est très parlante, quoi. C'est soyons acteurs et actifs sur notre zone d'influence. Et je pense que si tout le monde l'est, on ira dans le bon sens. Et donc ça me remplit d'optimisme et d'espoir. Mais pour les 10-15 prochaines années, je pense qu'on a fait tellement de mal et tellement de dégâts que ça va continuer malheureusement à aller un peu dans ce sens. C'est un peu court, 10-15 ans, je pense. On a vu, Mathieu, que tu étais hyper préparé et que tes préparations étaient millimétrées, si on peut dire. Est-ce qu'on peut encore être surpris quand on est si bien préparé? Surpréparé parce que Antarctique, et une fois que tu pars en Antarctique, t'as pas trop le droit à l'erreur. Donc effectivement, il faut rien laisser au hasard sur la préparation logistique, matérielle, physique. Mais autrement, pour d'autres aventures, non, il y a plein de choses où j'y vais un peu plus à la légère parce que il y a moins de risques, il y a moins de dangers. Ouais, même quand tu pars surpréparé dans une aventure, si c'est une aventure, ça va pas se passer comme un voyage, quoi. Et l'aventure, par définition, tu sais pas ce qui va advenir, quoi. Donc, il faut être prêt, justement, à avoir des plans A, des plans B, des plans C. Et le fait de se reposer sur une bonne préparation, ça te permet d'activer ces plans, en fait. Donc, la préparation, elle est essentielle et elle te permet, justement, de rebondir dès que t'as des choses surprenantes. Parce que dès que tu vas dans des terrains un peu difficiles, inconnus, il y a forcément des aléas, il y a forcément la météo, il y a forcément le terrain qui change. Donc, bien sûr qu'on arrive à être surpris et c'est ça qui est excitant. Moi, ce qui me plaît, c'est de voir ma capacité, justement, à rebondir dans les choses qui me surprennent et qui se passent pas comme prévu.
Donc on arrive bien sûr à être étonné, surpris. Ouais, l'inattendu, c'est C'est ce qu'on va chercher. C'est la différence entre un voyage et une aventure, quoi. Bah ouais, carrément. Et la préparation te permet justement de te sortir par le haut de ces choses inattendues. Alors après, parfois ça passe pas, mais c'est sûr que si t'es moins préparé, t'as moins de chances de t'en sortir, quoi. Donc faut pas négliger la préparation quand le projet est conséquent et que le terrain est difficile. Il y a quelques mois, tu es parti remonter le cours, on va dire, d'un glacier au Tadjikistan. Aventure puissante. Qu'est-ce que tu en retiens? Tu peux nous en parler un peu? On est parti faire un film sur ce glacier qui s'appelle le glacier Fedchenko et qui a la particularité d'être le plus long glacier de montagne du monde. Il fait 80 km de long. Et pour donner une idée, la masse de ce glacier représente la totalité de la masse des glaciers alpins. Donc c'est un glacier qui est colossal. C'est en Asie centrale, au Tadjikistan, dans la chaîne de montagnes du Pamir. Et ce qu'on a montré avec un réalisateur et un copain écrivain voyageur qui s'appelle Cédric Gras, c'est de montrer en fait l'importance capitale des glaciers pour l'accès à l'eau en Asie centrale, une région du monde où il pleut jamais. Et en fait, la réserve d'eau que constitue ce glacier, elle est primordiale pour les populations en aval. C'est la seule raison pour laquelle il y a des gens qui peuvent faire de la culture, de l'élevage en aval du glacier. Et donc on est parti d'une mer qui a été complètement asséchée, qui s'appelle la mer d'Aral, qui pour des raisons économiques et politiques, ils ont pompé dans les fleuves qui alimentaient la mer d'Aral pour la culture du coton. Et on a remonté comme ça, comme tu le disais, tout le cours de l'eau jusqu'aux sources de la mer d'Aral sur ce glacier pour justement raconter en fait l'importance de ce glacier Fedchenko pour la région, mais de l'importance de tous les glaciers en fait pour notre survie en tant qu'espèce humaine. Et que si on perd les glaciers, ça va nous affecter directement. Donc on a choisi le glacier Fedchenko parce que c'est un peu emblématique de la réalité de tous les autres glaciers. Et l'idée, c'était de faire à la fois une aventure, parce que ce glacier il est difficile d'accès. On a marché pendant un peu moins de 2 semaines pour l'atteindre. C'est vraiment logé au cœur du Pamir. Il faut passer plusieurs zones de crevasses, plusieurs glaciers avant de l'atteindre, et de raconter ce glacier avec tout ce prisme environnemental, fonte des glaces, dérèglement climatique. Donc il y avait à la fois de la science, de l'environnement, de la sensibilisation et de l'aventure. Donc un cocktail moi qui me parle et qui permet dans un film de 50 minutes de parler de vrais sujets. Et on a trop hâte de voir les images. Ouais, Fedchenko, le glacier oublié, ça s'appelle. Du coup, quand tu rentres d'expédition comme ça et d'aventure, est-ce que tu arrives à trouver le quotidien suffisamment stimulant? Et est-ce que le quotidien paraît pas un peu fade à côté de tout ce que tu vis? En vrai, c'est une question qui revient souvent, ça. Mais moi, mon métier, il consiste à faire des aventures, mais il consiste surtout en fait à les préparer et à les valoriser, ou en tout cas à faire des retours d'expérience. Et en fait, la majorité du temps que je passe, elle est située là en fait. Elle n'est pas à passer mon temps sur le glacier ou en Antarctique. C'est une toute petite fraction de mon temps en fait, ça. Et donc le fait de revenir, en fait, ça fait partie intégrante des projets. Ces projets, ils ont un début, ils ont une fin. Je suis au courant avant d'y aller et je m'épanouis beaucoup en fait aussi dans toute la préparation et la valorisation des projets. Donc c'est une autre phase de l'aventure, mais qui fait partie intégrante aux expéditions. Et donc non, c'est pas fade. C'est juste une autre facette de l'aventure. Et moi, je m'épanouis bien là-dedans. Et ce qui est sûr, c'est que ces aventures, c'est des parenthèses de vie, c'est des moments très excitants. Quand on revient, c'est différent, mais bon, ça ouvre la porte vers plein d'autres aussi sujets. Et non, moi, je trouve pas. Après, c'est sûr que j'ai envie de repartir assez souvent, mais je m'épanouis bien aussi, bien chez moi, tranquille, à faire mes petites aventures aussi proches de chez moi. C'est bien aussi. Enfin, je veux dire, c'est un cycle. Ouais, justement, est-ce qu'il y a des aventures en France ou en Europe chez Explora que tu aimerais bien tester? Moi, j'aimerais beaucoup tester le packraft. Donc c'est une discipline qui est pas encore super connue, enfin qui se développe. Donc c'est le packraft, c'est toi, tu sais ce que c'est, mais j'explique pour ceux qui savent pas. C'est donc ces bateaux gonflables, portables, qui sont un peu comme des rafts, mais individuels. Ouais. Et c'est génial pour faire des aventures un peu multimodales, quoi. Tu vas marcher, et puis dès que tu vois un cours d'eau, tu gonfles ton packraft et tu descends le cours d'eau. Moi, j'aimerais bien m'y mettre. J'ai jamais eu l'occasion d'en faire, et je sais qu'avec Explora, vous en proposez une, notamment dans les gorges du Verdon. Et j'aimerais bien tester ça. En France et en Europe, on a ça effectivement. Aussi lors de la traversée de l'Islande intégrale, on a une partie en packraft. Et c'est noté. Rendez-vous est pris. Voilà. Ça roule. En tout cas, il y a 4 ans, on prenait un café à Bastille. Ouais. Et je me souviens bien. T'avais tous ces projets en tête et rien fait encore. Ouais. Moi, j'avais tous les miens en tête aussi avec Explora et rien fait encore. Je suis content en tout cas de te retrouver aujourd'hui sous la tente avec toi pour parler de tout ça et de tout ce que t'as fait.
Donc bravo, ravi d'être à tes côtés dans tes exploits. Ouais, moi j'ai envie de dire dans 4 ans quand. Et là, dans 4 ans, On verra dans 4 ans comment c'est, mais c'est sûr que ouais, il y a eu du chemin de parcours. Et moi je suis ravi aussi de Merci mon vieux. porter votre démarche et de nous aider à rayonner. Trop cool. Merci Mathieu. De rien, à bientôt.